chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, professeur à l'université King's University College. Bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes penché là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle la concurrence en pareilles circonstances? Les gens ont une confusion incroyable sur la place publique à l'égard de c'est quoi la concurrence. Souvent, on pense que parce qu'une entreprise a des grandes parts de marché, elle est un monopole. Ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que si une compagnie, même si elle a 100 des parts de marché, elle a peur d'une entrée potentielle d'un concurrent, elle va se comporter comme une compagnie concurrentielle parce que la menace est présente. Donc, ce n'est pas tant le nombre de compagnies ou la taille des entreprises qui devrait nous préoccuper, mais si oui ou non il existe des barrières à l'entrée pour des concurrents potentiels. Quand vous dites barrière à l'entrée, vous dites pour qu'une compagnie soit vraiment un monopole, c'est parce qu'il faut que le gouvernement ait fixé des règles qui lui protègent son pouvoir de monopole. Il y a des fois, c'est des produits qui ont des caractéristiques inhérentes à eux-mêmes qui réduisent un peu la capacité d'entrée. Mais généralement, ça, c'est très, très minime. Beaucoup plus présent, c'est les barrières que les gouvernements, effectivement, imposent. Et dans le secteur aérien, on les observe. C'est interdit pour des compagnies non canadiennes de faire du cabotage, donc des vols, par exemple. Air France ne peut pas prendre des gens à Toronto, en déposer quelques-uns à Montréal et ensuite partir vers Paris avec d'autres gens. Non, c'est interdit légalement. Quelqu'un qui... Air France qui ferait un Toronto-Paris en arrêtant à Montréal pourrait pas Non. pourrait pas descendre de l'avion. Ça s'appelle le cabotage. Le cabotage est... Donc, du vol interne, là? Des vols internes, exactement. Pour des firmes non canadiennes, ce n'est pas légal. Et non seulement ça, mais la loi ajoute aussi une restriction additionnelle qui dit si vous n'êtes pas un certain pourcentage d'actionnaires canadiens, vous ne pouvez pas entrer sur le marché pour faire concurrence, donc devenir une compagnie canadienne à toute fin pratique. Donc, il y a des restrictions qui existent que le gouvernement impose. La transaction individuelle d'Air Transat, sans vouloir me prononcer sur si elle est bonne ou mauvaise, elle est inconséquente. Ce qui devrait nous inquiéter, pour les consommateurs, elle est inconséquente. Ce qui est important, c'est beaucoup plus l'environnement institutionnel. Et sur ça, il y a beaucoup de choses qui pourraient nuire aux consommateurs, mais ce n'est pas la transaction elle-même qui nuit. Ouais. Mais on est quand même instinctivement... Bon, peut-être qu'à long terme, ça peut se replacer, mais instinctivement, on dit sur plusieurs destinations, si Air Canada achète Air Transat, là, moi, je vais aller sur l'ordinateur, je vais magasiner, je sais pas, moi, un Montréal vers une telle ville au Mexique, il y a juste un avion, il y a juste une compagnie qui y va. À ce moment-là, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, au moins pour le mois présent, il n'y a pas de concurrence. C'est peut-être le potentiel qu'un joueur vienne un jour, mais il n'y a comme pas vraiment de concurrence. Juste la menace en soi, elle est vraiment efficace. On regarde des exemples historiques, on peut aller dans des vieux livres de comptes, regarder vraiment les industries qui ont été historiquement accusées de faire ça, et on voit que celles, dès qu'elles avaient la menace potentielle d'une concurrence, sans qu'il y ait nécessairement un grand nombre de joueurs, agissaient d'une manière concurrentielle. Puis il ne faut pas oublier une chose, les gens font beaucoup de problèmes de cause à effet. Une compagnie qui constamment réduit ses prix, améliore la qualité de ses services, va réussir à conquérir des grandes parts de marché. Donc, il ne faut pas faire la corrélation que des grandes entreprises, c'est nécessairement mauvais. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est les barrières à l'entrée uniquement. Les barrières à l'entrée, vous les avez décrites dans le cas de l'aviation. Est-ce que c'est en partie ce qui explique un autre phénomène qui est le développement des aéroports? Bon, on va prendre l'exemple que les Québécois ou les Montréalais connaissent peut-être plus, Plattsburgh, qui a un aéroport bien trop gros pour la grosseur de la ville. On voit bien que c'est pas un aéroport c'est une toute petite ville. On voit bien que c'est pas un aéroport pour Plattsburgh, c'est un aéroport pour des Québécois qui veulent aller en Floride, mais comme juste traverser la frontière pour se sortir du carcan canadien. Mais ça montre à quel point il pourrait y avoir de la concurrence. Le fait que des étrangers décident de fournir des services aux Canadiens en dépit de tous les problèmes légaux, logistiques qui viennent avec offrir un service à travers une frontière, ils le font quand même. Imaginons si avec succès, ça a l'air... Avec succès. Donc, imaginons si au Canada, on avait des lois qui permettaient beaucoup plus facilement la construction d'aéroports, mais aussi que les aéroports étaient privatisés pour vrai. Donc, au Canada, les aéroports appartiennent toujours au gouvernement et c'est toujours le gouvernement qui impose des conditions aux compagnies qui les gèrent en leur nom et ils chargent des frais très, très importants à l'entrée. Qui mettent une pression à la hausse sur le prix des billets. Exactement. Donc, ajouter toutes ces barrières-là, le cabotage, les restrictions sur les actionnaires étrangers, les restrictions qui existent sur les aéroports, tout ce qu'on voit, c'est une série de barrières institutionnelles érigées contre la concurrence. Donc, en soi, quelque chose qui va nuire utilement aux consommateurs. Messager Lezo, merci. Au revoir.